Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président Directeur Général et merci d'être avec nous. Comme vous le savez, le développement de notre parc nucléaire, en particulier avec les EPR2 comme celui prévu à Gravelines près de Dunkerque, nécessitera un investissement public massif. Il impliquera nécessairement des discussions avec la Commission européenne. J'en prends pour exemple le récent démantèlement de Fret SNCF imposé par le gouvernement sous la pression d'une enquête de la Commission européenne sur les aides publiques, nous amenant évidemment à un certain nombre de préoccupations qui nous interrogent sur ce type de risque qui pourrait être confronté à EDF et se pose la question de la manière dont l'Union européenne peut percevoir notre modèle. La proposition de loi portée par Philippe Brun, notre collègue député, adoptée au printemps dernier, a acté la détention à 100% du capital d'EDF par l'État, nous permettant ainsi d'écarter le projet Hercule, qui envisageait le démembrement et la privatisation de certaines activités stratégiques rentables. Pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Président Directeur Général, qu'aucun scénario de démantèlement n'est à l'étude ? Et pourriez-vous nous expliquer comment se déroule votre dialogue avec l'État et Bruxelles sur ce sujet des aides publiques ? S'agissant du marché européen, de l'électricité et du dispositif AREN, je n'insisterai pas sur le fait qu'aucune entreprise ne peut prospérer en étant contrainte de vendre les 2/3 de sa production à prix coûtant ses concurrents, évidemment. Mise en place en 2010 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, l'AREN a vraisemblablement coûté des milliards à EDF et arrive à échéance donc en 2025. Dans ce cadre, nous avons besoin de connaître votre vision pour la fixation des tarifs pour 2025 et après 2025, car nous estimons que nos concitoyens et nos collectivités doivent être protégés des fluctuations du marché et une électricité à bas coût est également cruciale pour la compétitivité de notre industrie. Je pense par exemple à l'entreprise Vercor qui a choisi d'installer une gigafactory de batteries électriques bas carbone dans ma circonscription de Dunkerque. C'est pourquoi, selon vous, un tarif autour de 60 € par mégawattheure via un contrat de long terme est-il envisageable et acceptable au niveau européen pour soutenir nos entreprises engagées dans la transition énergétique ? Enfin, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Président Directeur Général, sur l'approvisionnement en uranium dans certains pays instables comme le Niger, où un coup d'État eut lieu en juillet 2023, ainsi que dans d'autres pays fournisseurs peu respectueux des droits des travailleurs et des droits humains de manière générale. Quel est le niveau de dépendance de l'entreprise EDF avec ce pays ou avec ces pays, et comment peut-elle diversifier ses sources d'approvisionnement ou à défaut mettre en place des mécanismes de contrôle et d'audit pour s'assurer du respect des normes internationales en matière de droits humains. Je suis à 2025, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Et vous me posez un défi de répondre à 3 ou 4 questions tout à fait fondamentales dans le même temps. Donc, je vais faire de mon mieux. Première question, y a-t-il un projet de démantèlement ? J'accorderai une certaine souplesse. Merci, monsieur le président. Première question, y a-t-il un projet de démantèlement en cours d'étude ? Absolument pas. Nous travaillons évidemment avec les pouvoirs publics au financement des futurs EPR. Tout type d'infrastructure de production électrique depuis 20 ans, à une exception notable qui est Flamanville, a fait l'objet de dispositifs d'aide, quelle que soit la technologie. Pourquoi ? Parce que l'énergie électrique étant dans un marché qui fluctue, il y a trop d'incertitudes pour les investisseurs, quels qu'ils soient, dans le renouvelable, dans le nucléaire, dans le thermique, pour pouvoir prendre des engagements de retour sur investissement à 20-25 ans sans avoir une forme de protection, sans avoir une forme de garantie. Le nucléaire n'échappe pas à cette règle. Et donc c'est admis du point de vue de la Commission européenne aussi, après des efforts quand même qui ont été relativement longs, pour qu'il n'y ait pas de biais technologique dans la législation communautaire, avec une vraie avancée en 2023, mais également des projets nucléaires dans d'autres pays qui se sont développés, avec des aides ou des schémas d'aide pour ces projets nucléaires, analogues en termes de structure à ce qui peut se faire dans le renouvelable offshore, par exemple, mais tenant compte de la longueur de ces projets nucléaires. Et c'est sur la base de cette jurisprudence qui existe que nous allons nous focalisé pour finaliser le montage financier du projet des EPR. Donc moi j'ai bon espoir que nous puissions aboutir avec l'État d'ici la fin d'année et que en début d'année prochaine nous soyons en mesure de discuter avec la Commission européenne, encore une fois dans un cadre qui est maintenant établi dans le cadre communautaire par les règles qui sont agnostiques sur le plan technologique et sur la base d'une jurisprudence qui est déjà en train de se constituer sur d'autres projets internationaux, qui nous conduira évidemment à donner un certain nombre de garanties évitant que l'aide qui sera donnée à ce projet ne bénéficie à d'autres activités d'EDF, et nous y serons prêts, bien sûr, mais qui ne constitueront pas un motif de démantèlement du groupe EDF. Donc c'est
Sujet assez lourd sur le plan technique, il va falloir, et évidemment sur le plan financier et budgétaire pour la puissance publique, mais je pense que sur les principes, nous sommes bien engagés. Sur le marché de l'électricité et le post-ARENH, je vous remercie de dire qu'il est difficile pour une entreprise d'envisager son avenir avec 2 tiers de sa production en réalité en dessous de ses coûts, malheureusement, parce que c'était probablement au niveau des coûts en 2012 quand ça a été arrêté à 42. Mais il se trouve que depuis, même la Commission de régulation de l'énergie, qui regarde régulièrement nos coûts, constate que, hélas, le temps passe et qu'entre-temps, c'est très significativement en dessous de nos coûts. Donc ce modèle n'est évidemment pas soutenable. Il le serait encore moins d'ailleurs si notre activité était taxée, je le dis au passage, en cette période qui fait naître un certain nombre d'idées. Donc le point le plus fondamental vu du groupe EDF, c'est évidemment de pouvoir sortir de ce régime vers un régime qui n'a pas pour vocation, évidemment, de conduire à des prix qui ne soient pas soutenables par le pays. Nous ne serions pas dans notre mission si c'était le cas, mais qui donne de la visibilité au groupe EDF, parce que l'investissement ne se fait que quand on a de la visibilité. Donc c'est ce que nous avons trouvé l'année dernière avec le gouvernement, en poussant finalement notre marché électrique vers le long terme. Parce que quand on se met à la place de nos clients, le plus important pour nos clients, c'est d'avoir de la visibilité à long terme sur leurs conditions d'exercice. Et c'est ce que nous avons mis en place depuis l'année dernière, en commercialisant dès maintenant de l'électricité pour les années 26 à 29, dans des zones de prix qui sont pas très éloignées de celles que vous avez mentionnées. Alors après, ça dépend un peu des profils de consommation, bien sûr, mais qui sont en gros divisés par 2 par rapport aux prix de crise dans lesquels nous étions il y a 18 mois. Fondamentalement, et donc qui permettent aux entreprises de faire des choix raisonnés de décarbonation sur la base d'une visibilité réelle de contrats qui nous engagent à leur fournir de l'électricité sur l'horizon de moyen terme. Et puis ensuite, on a en plus des dispositions qui sont encore un peu plus spéciales pour les entreprises qui veulent s'engager à plus long terme. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Donc voilà les éléments qui sont à date les plus importants, et nous avons évidemment conclu l'année dernière un accord qui permet aussi, au cas où nous serions confrontés à nouveau à une crise, l'État étant le seul actionnaire d'EDF, il peut aussi, si jamais par accident nous venions à faire des revenus trop élevés et à être trop profitables, parce que les prix augmenteraient structurellement, protéger le consommateur dans ce cas-là, mais ça veut dire que ça serait au-delà de niveaux de prix dans lesquels nous aurions déjà réalisé les investissements nécessaires. Donc c'est ce qui nous avait conduit à un accord dans lequel, au-delà de 78 € du mégawattheure de l'année 2022, actualisé à l'inflation pour éviter le phénomène de l'Arenh, nous restituerions 50% des revenus du nucléaire existant pour permettre à l'État d'amortir un effet de choc sur les prix qui viendrait du marché. La réalité, c'est que toute l'Europe, aujourd'hui, est revenue à une situation d'équilibre énergétique qui est bien meilleure que ce que nous avons connu. Donc l'Europe a su digérer finalement la crise du gaz russe. Et pour ce qui est de la France, nous sommes à nouveau très nettement exportateurs d'électricité, et nous le sommes structurellement. Donc la probabilité que nous atteignions ces prix, à mes yeux, est extrêmement faible. Il faudrait vraiment un choc qui est difficile d'anticiper à ce stade. Et nous devrions disposer d'une électricité abondante et compétitive pour les années qui viennent, ce qui doit permettre à nos concitoyens, notamment entreprises, de faire des choix raisonnés de décarbonation. Sur l'uranium, avant que le président me dise que j'ai déjà dépassé 2 fois le temps qui m'était imparti. 3 fois. 3 fois. Sur l'uranium, nous veillons vraiment scrupuleusement à avoir une très grande diversité de sources et avoir une politique de stock qui nous permettent de ne pas subir d'aléas. Voilà, donc vous avez cité un pays qui effectivement a fermé ses frontières à l'uranium. Donc voilà, nous nous adaptons à cette situation, mais notre diversité de sources et notre politique de stock et notre politique de recyclage d'ailleurs nous permettent de ne pas dépendre d'un seul pays et de veiller très très scrupuleusement à ne pas créer de dépendance envers qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de l'intérêt de ces sujets, il était nécessaire de vous laisser un temps supplémentaire.